L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Comprendre l'actualité, c'est sur Sabari FM. Et c'est tous les jours du lundi au vendredi quand il est 16h. Si vous nous suivez à l'étranger, c'est à travers www.savarifm.com et vous êtes bien sûr dans votre émission Comprendre l'actualité, tribune de débat avec les experts de la maison. Pour ce lundi 22 octobre 2018, nous avons deux sujets inscrits dans cette émission. Pour le premier, nous avons la grève du SLEG. On en reparle encore. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que presque partout dans les 5 communes de la capitale, les élèves étaient encore dans les rues pour réclamer des enseignants titulaires et pas des contractuels. Comment est-ce que les experts de la maison analysent cette situation? Vous les entendrez dans cette émission. Nous irons également rencontrer M. Mohamed Bangoura. Il est le chargé de communication du SLEG. Il va nous dire exactement ce qui a filtré hier de la rencontre de cette délégation du SLEG avec le Kuntigi de la Basse-Côte. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de cette manifestation pas autorisée de l'opposition républicaine. Et il vous souviendra que l'opposition républicaine souhaiterait marcher sur l'autoroute l'autoroute Fidel Castro demain mardi 23 octobre 2018. Mais finalement, les autorités de la commune de Matoto n'ont pas donné leur quitus sur cette autre marche de l'opposition. Est-ce que l'opposition, pour cette fois-ci, va obtempérer? Nous allons le savoir dans cette émission. Et nous irons vous rencontrer le secrétaire général de la commune de Matoto, en la personne de M. Sekou Conté. Il va nous dire les motifs de cette interdiction. Sabari FM, vous êtes bien dans Comprendre l'actualité et les experts sont confortablement assis. On vous revient tout à l'heure après ce jingle. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Sabari FM, vous nous suivez sur tout le littoral guinéen, mais aussi au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, mais aussi en Sierra Leone, pourquoi pas à Kindia, à Kankan, à Sigiring et à Zérekore à travers Pacifique FM. Bienvenue dans cette émission. Nous allons dire d'abord bonsoir aux experts de la maison. Bonsoir Barry Mamadou II. Bonsoir Makiza, bonsoir à tous. Bonsoir à Bakar Kondé Oscar. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs, surtout ceux qui sont à l'écoute de cette grande émission Comprendre l'actualité. Merci à Bakar Kondé. Je rappelle que Ndoye Cheikh Sadibou est dans les bouchons. D'un moment à l'autre, il va nous rejoindre dans cette émission. Nous allons commencer cette émission par une brève. C'est la réélection de M. Paul Biya à la tête encore du Cameroun pour une énième fois. Je crois le score il est vraiment élevé, c'est 91,28%. Et pour un 7e mandat, Abakar Kondé, vous en savez quelque chose? Oui, l'élection présidentielle au Cameroun, Paul Biya est réélu dans un pays morcelé. Les Camerounais étaient aux urnes il y a de cela 2 semaines. Donc le Conseil constitutionnel a décidé de dévoiler les élections et sans surprise, Paul Biya a remporté ces élections avec plus de 71, c'est exactement 71,28% des suffrages et il s'apprête à entamer un 7e mandat. 7e mandat. 7e mandat. Vous le savez,
parce que... Et il est au pouvoir depuis combien d'années? Il est au pouvoir depuis une trentaine d'années maintenant, on peut le dire comme ça. Oui. Donc Paul Biya, vous savez, ils ont au moins 10 régions. Eux, dans les 10 régions du pays au Cameroun, il a obtenu au moins... Il était à la tête des 9 régions sur les 10. Donc, âgé de 85 ans, il est réélu et en effet, le résultat proclamé par le Conseil constitutionnel, c'était de département par département. Donc, ils ont commencé la proclamation depuis 11h temps universel. Et celui qui est venu en deuxième position, en seconde position, c'était un opposant. Lui, il était son nom Maurice Kamto. Donc il est venu loin derrière Paul Biya parce qu'il n'a obtenu que 2,15%. Donc et l'information qui reste maintenant dominée, c'est une grande manifestation. Il y a actuellement, au moment où nous parlons, il y a une grande manifestation des ressortissants, la communauté camerounaise résidant du côté de Paris devant l'ambassade du Cameroun actuellement à Paris, pour franchement protester contre la réélection de Paul Biya. D'accord. Alors de passer la parole à comment on appelle ça, à Barry Mamadou, nous allons dire bonsoir à Ndoye Cheikh Sadibou, qui était empêché, en tout cas pris dans l'étau des bouchons. J'étais dans les embouteillages. Voilà, merci Ndoye Cheikh Sadibou de nous rejoindre dans ce studio. Alors, Barry Mamadou, est-ce que c'était prévisible que Paul Biya allait encore rempiler pour un 7e mandat? Pratiquement, le Cameroun n'est pas un pays où on parle de démocratie ou d'élection. Paul Biya est... Ah bon, pas de démocratie? Non, pas d'élection. Pourtant, il y a eu des élections. Non, vous savez, en réalité, le Cameroun, c'est... La démocratie, je pense que c'est... En tout cas, les élections, c'est une expression. Hein? Non, bon, c'est une expression, mais qui ne colle pas trop à un pays comme le Cameroun, où pratiquement vous avez deux régions qui coalisent, c'est-à-dire le nord et le sud, qui coalisent contre l'ouest et l'est, donc qui sont pratiquement des jeunes aujourd'hui, comme vous le savez, qui sont vraiment dans des difficultés, parce que c'est des jeunes qui ne se retrouvent pas totalement dans la fédération et tout. Vous avez, on parle aujourd'hui d'une partie qui veut faire même la sécession. Il s'agit de l'Amazonie, la partie amazonienne qu'on appelle l'Amazonie, qui les gens veulent coûte que coûte, vaille que vaille créer cette république. Il s'agit parler de la partie anglophone. La partie anglophone, il s'agit de la ville de Bamenda, il s'agit surtout de l'ouest, et c'est la partie pratiquement qui fait frontière avec le Nigeria, où il n'y a même pas eu d'élection dans cette partie. Il y a eu de véritables problèmes et tout. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est extraordinaire. C'est ça aussi la francophonie, et c'est ça le jeu de la France en Afrique. Parce que vous pensez que la francophonie a quelque chose à y la voir? France, en réalité, si vous voyez l'éternel Paul Biya, il est là, c'est parce qu'on n'a pas trouvé son remplaçant. En réalité, la France n'a pas trouvé encore le remplaçant de Paul Biya dans la partie francophone. Le Cameroun n'est pas un pays comme les autres où vous avez une partie qui connaît beaucoup plus, qui se retrouve beaucoup plus avec les Allemands. Il y a une autre partie où elle est anglophone, et puis la partie francophone. C'est cette partie francophone, c'est-à-dire le nord qui est en dominance Peul, et cette partie sud où c'est les Paul Biya du côté de Douala et de Yaoundé, sont eux. Non, pas, il n'est pas Bamileke. C'est effectivement les Bamileke qu'on est en train de malmener dans ce pays, les véritables travailleurs, les têtes penchantes, tous ceux qui détiennent l'économie, ceux qui sont pratiquement les hommes les plus forts au Cameroun, ce sont les Bamileke, c'est le peuple Bamileke. Mais le Cameroun est un pays qui a plus de 260 ethnies pratiquement. C'est le pays qui a plus d'ethnies en Afrique, où il y a des contradictions vraiment qu'on ne dise pas leur nom et tout, parce que vous pouvez voir deux villages qui sont à 10 km, mais les gens ne se comprennent pas. Donc une fois encore, ce qui se passe du côté du Cameroun, c'est tout sauf une élection, parce que Paul Biya, rappelez-vous, il est venu au pouvoir en 81, c'est un petit coup de palais. Aujourd'hui, il est là, et donc pratiquement, il y a des Camerounais qui n'ont connu que Paul Biya comme président. Oui. Donc en tant que président aujourd'hui, il a un problème de légitimité, parce que dans la partie anglophone, dans la partie en tout cas où il y a la guerre et tout ça, là-bas, il n'y a pratiquement pas eu d'élection. Donc c'est des gens qui peuvent dire qu'ils ne se reconnaissent pas, et l'intégrité même du territoire camerounais est vraiment compromise. D'accord. Ndoye Cheikh Sadibou, Paul Biya, le Camerounais, est réélu avec 91 ans, wow. 11,28%. 28%. Pour un 7e mandat, ça veut. Et le monsieur, il a 85 ans, ça vous dit quoi? C'est de la dictature pure et dure. Ah bon? Ouais, c'est de la dictature pure et dure. Je vais peut-être, comme nous sommes une radio, sinon si c'était une télévision, j'allais me faire peut-être le devoir, m'amuser un peu en montrant ces images. Paul Biya, à lui seul, quand nous prenons la Guinée par exemple comparativement,
il y a eu 3 régimes, même si c'est vrai que Dadis et Konaté n'ont pas été des présidents démocratiquement élus, mais il y a eu 5 chefs d'État qui se sont succédés depuis que lui il est venu au pouvoir. Je vais vous parler du camarade Fossé Touré, de l'ancien Conté, ensuite Dadis est venu, Konaté, ensuite aujourd'hui nous avons Alpha Condé. Oui. Vous prenez un autre pays comme le Ghana, il y a eu 5 présidents qui se sont succédés. Paul Biya est toujours au pouvoir. Vous prenez la France, 5 présidents se sont succédés. À commencer par François Mitterrand, Jacques Chirac, et Sarkozy, le président Hollande et ensuite le président François Macron. Donc ça Emmanuel, sans dire long. C'est pourquoi j'ai commencé par dire c'est de la dictature pure et dure. Et quelqu'un l'avait dit devant moi à l'ambassade de la Guinée en France, c'est quand ce monsieur est rentré, il dit mais tenez-vous bien que Paul Biya est venu au pouvoir lorsque Macron avait 1 an. Un an. Oui. Aujourd'hui, Macron est président de la République française. Paul Biya continue à briguer des mandats. Aujourd'hui, il a été réélu. Vous voulez dire qu'il a fait son temps, il a fait le temps de ses petits-fils, de son fils, de son petit-fils. Et si on lui donne l'occasion, il fera aussi le temps de son arrière-petit-fils. Non, mais c'est clair. C'est de la dictature pure et dure. Donc, je ne sais pas. Moi, les mots. Mais est-ce que c'est pas cautionné par les Camerounais? Oui, mais quel Camerounais? 91,28%. Oui, mais attendez. Mais ça même d'ailleurs, même si aujourd'hui, il y avait une élection qui s'est passée dans de bonnes conditions, dans toutes les conditions requises. Vous pensez que Paul Biya peut avoir même 50%? C'est pas possible. Mais vous n'êtes pas là-bas. Non, mais je ne sais pas. Mais attendez. Nous connaissons les réalités. Je ne suis pas contre Paul Biya. Loin s'en faut. Mais nous sommes pas en Afrique. Quand vous prenez les démocraties de façon générale, qu'il doit c'est exactement, mais quand même, mais écoutez, mais quand même, dis donc, excusez-moi, vous pouvez dire donc que Paul Biya peut avoir 91,28%? Non, mais non, où? 91,28% éludé le premier tour. D'accord. Mais c'est pas possible. Oui, même avec 50%, c'est pas possible. Et c'est la démocratie africaine. Le président le plus populaire là-bas n'a eu que 2, alors vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que ça c'est pas vrai. C'est une élection. Je sais que c'est très regrettable. Je vais terminer, si vous permettez. La démocratie africaine, de façon générale, c'est du copier-coller. Oui. C'est à peu près la même chose. Mais est-ce que les autres aussi ne sont pas passés par là? Oui, non, c'est pas parce que, écoutez, aujourd'hui, la démocratie, bon, j'entends souvent les gens qui disent que ça s'acquiert. Non, elle se construit. Oui. Elle se construit. Même les pays qui sont des références en matière de démocratie, je l'ai dit, je pense, la fois dernière, il a fallu des décennies, parfois même des violences, des morts, des pertes en vie humaine pour qu'on arrive où on arrive aujourd'hui. Je veux parler des États-Unis, de la France, bon, disons, bref, l'Occident. Alors, pour que nous, en Afrique, nous ayons cette même démocratie, il va falloir beaucoup de construction, je suis d'accord. Mais cette démocratie se construit petit à petit. Vous ne pouvez pas me dire que Paul Biya, à ce stade-là, devrait accepter de torturer la démocratie camerounaise pour que celui qui viendra après lui aussi puisse faire la même chose. Non, quand même, il faut qu'on évolue. Mais quand même, c'est la pratique quand même. D'accord, je l'avais dit, même s'il faut reconnaître tout de même que les pays africains, de façon générale, et particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, ont une démocratie à l'état embryonnaire. Une démocratie en gestation. Je pense qu'il faudrait développer ça. Et aujourd'hui, Paul Biya devrait plier bagage, clic et clac, donner un exemple, quitter, c'est la dernière chose. C'est pratiquement la dernière chose que ce monsieur fera. Vous savez, j'ai tout le temps dit que la démocratie se porte très très mal dans les pays francophones surtout. Les pays anglophones n'ont pas tellement ce problème. Vous le pensez? Mais bien sûr, si vous prenez le Sénégal, le Bénin et quelques rares pays et tout, où la démocratie se porte plus ou moins bien, il y a l'alternance et tout, ça se comprend. Mais des pays comme le Cameroun, je vous assure une fois encore que ce n'est pas une très bonne démocratie, ce n'est pas une école en matière de démocratie. Paul Biya, comme le rappelait Sek Chadigou, depuis 80 ans, il est au pouvoir et c'est un petit coup de palais et tout, il a réussi à être au pouvoir. Le Cameroun jusque-là, il est aimé par le peuple camerounais. Pas du tout. Vous savez, mais je vous dis, quand vous approchez les Camerounais, Paul Biya, c'est quelqu'un qui est craint. On a l'impression que c'est un sorcier. Est-ce que vous pouvez dire qu'il n'a pas aussi travaillé? Non, est-ce qu'il n'a pas laissé de traces? Non, pratiquement. Le Cameroun, c'est le pays le plus corrompu. Le Cameroun, c'est le pays le plus corrompu au monde. Donc, je crois que il n'y a pas. On ne peut. Le Cameroun n'est égal qu'à lui-même. Une information, Paul Biya peut nommer un ministre aujourd'hui et peut faire 6 mois sans le rencontrer.
Paul Biya. Et pourquoi il le ferait? Parce que déjà, souvent, il est beaucoup préoccupé pour son y a état pas- de santé. Il n'y a pas de conseil des D'accord. ministres. Conseil des ministres, Au-delà de ça, c'est aujourd'hui un président. Les conseils des ministres ne sont pas réguliers. C'est quelqu'un qui n'est même plus audible. Vous voyez, il est un peu comme Bouteflika, pratiquement. Vous savez, il a même âge que Jacques Chirac, c'est des amis, Paul Biya. Mais aujourd'hui, pratiquement, c'est un président qui n'a même pas de voix, il ne peut pas parler. Tout ça, c'est extraordinaire. D'accord. Avec une voix comme ça. D'accord, ce n'était qu'une brève, mais parce que c'est l'actualité toute chaude, il fallait qu'on en parle dans cette émission. On revient donc aux deux sujets inscrits à l'ordre du jour, notamment le premier, c'est la grève du SLEG. Vous et moi, nous avons vécu aujourd'hui ce qui s'est passé, nous avons vu aujourd'hui ce qui s'est passé dans les rues de quelques communes de la capitale, cette descente des enfants qui ont déserté les écoles pour venir barricader les rues et réclamer des professeurs, des enseignants titulaires et non, des contractuels. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Comment est-ce que vous analysez tout? Et bien avant d'ailleurs, c'est ce communiqué du gouvernement qui appelant hier les élèves, les parents d'élèves à laisser leurs enfants aller à l'école, et tout en précisant qu'il y a eu déjà le dénouement de la crise. Comment est-ce que vous entrevoyez tout cela? Je ne sais pas si... Est-ce que c'est un mensonge? Non, c'est pas un mensonge. Il y a eu dénouement de la crise? Non, attendez. Le gouvernement a essayé de faire sa politique. Oui. C'est une politique, c'est une pure politique. C'est une politique gouvernementale, c'est tout à fait normal. Moi, je suis d'accord. Mais moi, je pense que, est-ce que c'est pas une fuite en avant encore? J'ai parcouru le communiqué. Oui. Un communiqué qui, de façon succincte, de façon résumée, un communiqué qui rassure. Qui rassure non seulement les parents d'élèves, mais qui rassure aussi les élèves. Pour rassurer les élèves. Non, c'est pas moi qui parle. Quand un élève rentre en classe, est-ce qu'on a besoin de forces de l'ordre pour le sécuriser? Attendez, moi je ne rentre pas dans les commentaires. Oui. Je ne suis pas en train de commenter ce qui est dit dans le communiqué. Oui. Je suis en train juste de relayer la quintessence du communiqué. Allez-y. On est d'accord? Allez-y. Le contenu, c'est pas moi qui parle, c'est un communiqué du gouvernement. Et en bas même, il est écrit signé le premier chef du gouvernement, Dr Kassori Fofana. Naturellement. Donc je ne suis pas en train d'interpréter ou bien de commenter. Je donne juste le contenu du communiqué. Et de façon succincte. Alors, ce que j'ai compris dans ce communiqué, c'est que c'est un communiqué qui rassure non seulement les élèves, mais pas les parents d'élèves. Et tenu compte aussi de la rassurance de l'effectivité de la reprise des cours. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne saurais le dire. Oui, je vais terminer. S'il faut partir sur cette palette, c'est que les cours ont repris depuis le 3 octobre. Oui, naturellement. Voilà. En croire au contenu du communiqué. Oui. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que le gouvernement est en train de faire sa politique gouvernementale. Chose qui est tout à fait normale. Et laissez-moi terminer. Au même moment, je dis bien, que le gouvernement rendait public un communiqué officiel rassurant les élèves et les parents d'élèves. Au même moment, dans ce bras de fer, le secrétaire général du SLEG, souvent, était sur les antennes d'une autre radio privée de la place pour dire aux parents d'élèves de garder les enfants à la maison. Et conséquence, vous allez les prendre si toutefois vous laissez les enfants partir à l'école. Voilà. Donc c'est un bras de fer. Un bras de fer. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Le gouvernement de son côté, c'est une politique pour le gouvernement de rassurer les parents d'élèves et les élèves de partir à l'école. Et de l'autre côté, chacun ne veut perdre le combat. Souvent de son côté, avec toute sa bande, est en train de dire, écoutez, en dépit de ce communiqué qui a été rendu public par le gouvernement, si vous laissez vos enfants laisser à l'école, voici les conséquences. Et on a vu même en prélude à ce communiqué ce qui s'est passé le samedi dernier avec l'Assemblée générale tenue par... Les enseignants sont partis jusqu'à prêcher en citant le Fatiha. Oui. Et j'ai appris, parce que j'étais pas là, j'ai vu juste la vidéo en quelques minutes. Non, nous avons vu ça à la télévision. Se sont même hasardés à poser la main sur le Saint-Coran pour juger en cas de trahison. Alors tout cela, ça en dit long. Lorsque vous êtes un musulman... La pratique, elle est connue. Lorsque vous êtes un musulman... Non, mais attention. Lorsque vous êtes un musulman croyant et pratiquant, vous allez avoir peur de ce Fatiha, de cette sourate. Vous allez avoir peur du fait d'avoir posé la main quand même sur le Saint-Coran. Vous n'allez pas partir à l'école. On est d'accord. Donc voilà un peu tous ces facteurs réunis qui m'amènent à dire que la situation est loin d'être terminée. Et je l'ai dit la fois dernière. Partout où je passe, d'ailleurs, je l'ai dit, c'est un bras de fer qui oppose autorité gouvernementale et autorité syndicale. Chacun tape la poitrine pour dire que c'est moi qui suis autorité. Le gouvernement, c'est moi qui suis autorité. Et que donc, par conséquent,
j'ai le pouvoir, je m'impose. Et de l'autre côté, c'est moi qui suis autorité syndicale. J'ai la masse derrière moi. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faudrait qu'on trouve encore un consensus. C'est vrai que ça avait commencé. Ce n'est pas encore peine perdue pour qu'on se retrouve encore une fois de plus autour de la table pour trouver une solution. C'est extrêmement important pour le peuple de façon générale, mais particulièrement pour ces enfants qui sont en train de perdre petit à petit. D'accord. Une chose, Mamadou Djobari, est-ce que vous pensez que ce communiqué, c'est encore une fuite en avant? Est-ce que ça fait partie de ce lot de mauvaise communication du côté du gouvernement? Non, pas de la mauvaise communication. Je crois que c'est le rôle du gouvernement aussi de rassurer les parents d'élèves et tout le monde de l'école que ça va et ils peuvent aller et tout ça. Mais le problème qui est là, c'est quoi? C'est que jusque-là, moi, je suis parmi ceux qui pensent que le SLEG n'a pas pu imposer à l'opinion qu'il a effectivement raison dans les 8 millions. C'est ça le problème. Et le gouvernement, dans sa communication aussi, il n'a pas pu expliquer et de façon convaincante Pensez qu'il y a une conciliation entre les deux au SLEG pour dire qu'on est dans l'incapacité d'augmenter vraiment vos salaires à 8 millions. C'est pas possible. Ça, je crois que le blocus est à ce niveau et l'État est en train de jouer quelque part au temps, à l'usure et tout. Donc, on pense que le temps finira par jouer son rôle et puis les gens finiront par lasser et aller à l'école et tout ça. Mais ce qui s'est passé du côté de Donka le samedi, et les gens, c'est vrai, ils ont juré sur le Coran et tout ça, mais tout le monde n'est pas quand même musulman dans ce pays. Et cela, donc on devait sûrement envoyer la Bible aussi pour dire à ceux qui ne sont pas musulmans. Peut-être qu'à côté il y avait la Bible aussi. Non seulement, et ceux qui ne sont pas, et ceux qui sont animistes. Donc je crois que ça n'a aucun sens, mais une fois encore, le problème qui est là, c'est quoi? C'est que d'abord, même les 40% dont il a été question en termes d'augmentation. Qui sont déjà obtenus? Non, qui sont déjà obtenus. Mais en réalité, même le SLEG n'a pas pu expliquer, communiquer réellement autour de ça. Parce que lorsqu'on a fait, on a changé la grille salariale et tout, les enseignants, beaucoup avaient perdu beaucoup de choses. Mais ils avaient calculé sur la base de leurs calculs. Ils avaient trouvé que si on augmentait 40%, ça allait les ramener là où ils étaient. Est-ce que vous voyez? Donc c'était de l'argent en réalité qu'ils étaient en train de récupérer et tout. Mais en réalité, il n'y a pas une véritable augmentation. C'est ça. Mais le SLEG n'a pas pu effectivement expliquer tout cela aux gens pour dire que les 40% dont le gouvernement est en train de dire qu'on a connu comme augmentation, c'est faux, parce qu'il y a eu une grille salariale et pratiquement c'est des choses qu'on avait perdues qu'on a récupérées. Mais aujourd'hui, la chose qu'il faut regretter une fois encore, c'est le fait qu'on est en train de sacrifier l'avenir de nos enfants. Les écoles privées, où vous avez une bonne partie quand même des enseignants des écoles publiques qui donnent des cours dans les écoles publiques privées. Aujourd'hui, le SLEG a carrément demandé à ces gens de s'abstenir. Ouais. Et les contractuels, ils sont menacés parce que aujourd'hui, la question, il y avait une menace qui planait sur ceux-là qui allaient s'évertuer à aller donner des cours. C'est ça le fond du problème. Vous avez vu, il y a eu des échauffourées par-ci, par-là. Au lycée Kipé, la route était barrée. Vous avez des petits problèmes du côté de Colomba. Un peu partout, je crois que cela est arrivé. Même sur l'autoroute, les gens quand même, je crois que le SLEG est en train de passer à la vitesse supérieure, mais le SLEG n'a pas réussi à imposer à l'opinion qu'il est vraiment dans son droit, il devait absolument avoir 8 millions et que l'argent, franchement, que ce n'est pas bon, il vit des conditions un peu précaires. Donc, une fois encore, il ne faudrait pas que l'éducation, qu'on se serve à tout moment de l'éducation pour augmenter les salaires au niveau de la fonction publique. Ça, je crois que la démarche n'est pas sectorielle. On devait faire en sorte que le gouvernement et les syndicats, notamment le SLEG, se retrouvent sur la même table de négociation, qu'ils négocient. Le gouvernement ne doit pas avoir peur de la négociation et le syndicat ne doit pas, le gouvernement ne va pas venir aussi parce que il faut négocier le couteau à la gorge. Ça, c'est pas normal. D'accord, une rectification. Paul Biya est plutôt réélu avec 71,27% et non 91,27%. 71,28% et non 91,28%. Alors, Abakar Kondé, parlant toujours de cette grève, vous avez vu aujourd'hui des élèves, d'ailleurs, on les entend dire que ces contractuels n'ont pas de niveau. Un élève qui dit que le maître n'a pas de niveau, est-ce que c'est une réalité? D'abord, tout ce qui est dit par ces élèves. Je commencerai mon intervention par rapport au communiqué du gouvernement qui a été diffusé hier sur les médias d'État. Comme vous le dites, que c'était une communication, un communiqué qui rassurait au moins les parents d'élèves et qui allait peut-être même inciter les parents d'élèves d'accepter, laisser les enfants. En tout cas, ce matin, on a vu beaucoup, parce que je dis que c'est une autre stratégie et que le Premier ministre et son gouvernement ont essayé aussi de voir comment ça pourra donner. Parce que déjà, ils avaient essayé non seulement ce que nous avons appelé intimidation d'abord contre le SLEG,
et ça n'a pas marché, on le sait. Et ils ont essayé également d'avoir des discours purement très durs contre le SLEG, ça n'a pas marché. Donc il fallait passer par encore une autre stratégie qui est la communication, en faisant passer ce communiqué pour une fois encore essayer de rassurer les parents d'élèves. Mais nous avons constaté aujourd'hui que d'abord ce communiqué était la suite logique, c'était la réponse à l'assemblée d'abord du samedi, parce que tout le monde pensait que, moi-même je l'ai dit dans ce studio, je dis le SLEG, les syndicats du SLEG se voyaient dans une position où ils ne pouvaient plus franchement aller en avant. Il fallait franchement qu'ils renoncent de cette grève pour pouvoir donner la chance à la négociation, et même si on leur proposait le minimum d'accepter cela. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pendant que nous pensions que peut-être à travers leur assemblée générale, ils allaient demander la suspension de la grève et donner la chance peut-être au Contigui d'aller en négociation. D'accord. Malheureusement, nous allons recevoir M. Mohamed Bangoura. Il est le chargé de communication du syndicat libre du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Bonsoir M. Bangoura. Bonsoir à vous, bonsoir à votre studio et bonsoir à toute la brave population de Conakry. Et merci et félicitations aux enseignantes et enseignants, chercheurs de Guinée qui ont bien voulu observer ce mot d'ordre de grève. Malgré les intimidations et les menaces, ils sont restés sereins et imperturbables. D'accord, vous êtes bien sûr sur Sabari FM 97.3. Ndoye Cheikh Sadibou pour la première question. Oui, monsieur Bangoura, vous avez préféré peut-être un bras de fer que d'aller à la négociation? Bien, nous n'avons pas préféré ce bras de fer. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nos communications, nous avons fait entendre à l'opinion nationale et internationale que le SLEG restait toujours disposé aux négociations et que les portes des fenêtres n'étaient pas fermées à la négociation. Mais nous attendons toujours la partie gouvernementale afin qu'elle puisse venir avec des propositions concrètes pour sortir ici ces deux parties de l'impasse et permettre aux enfants de retrouver le chemin de l'école en bonne et due forme. Monsieur Bangoura, nous avons vu aussi aujourd'hui que partout les enfants sont sortis dans la rue pour réclamer, disons, le retour des enseignants titulaires dans les classes. Ils disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de contractuels et qu'ils accusent d'ailleurs de n'avoir pas un bon niveau. Comment est-ce que vous entrevoyez tout cela? Bien, si vous vous souvenez dans nos communications précédentes, nous avons demandé aux parents d'élèves de continuer à garder les enfants à la maison, car n'est pas enseignant qui le veut, mais qui le peut. Vous savez, ces enfants, une fois en classe, et que l'enseignant n'est pas en mesure de véhiculer un message scientifique digne des noms, vous savez la colère de ces enfants. Et aujourd'hui, sachez que le monde est devenu un village interplanétaire à cause de l'existence des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, à la minute près, pendant que vous êtes au tableau en face des enfants en train de véhiculer un message scientifique, ces enfants ont le temps de taper dans Google ou encore sur certaines applications scientifiques pour avoir toutes les informations, pour savoir si oui, ce que vous êtes en train de donner comme message est la réalité. Donc, c'est ce qui a permis à beaucoup d'enfants de comprendre que ces jeunes vacataires, si vous me permettez cette expression, parce que ces jeunes qui viennent d'être recrutés ne sont pas encore des contractuels dans la mesure où ils ne possèdent pas un arrêté conjoint signé du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de la fonction publique les attribuant un numéro matricule et du ministre du budget les permettant d'avoir un salaire à la fin de chaque mois. Donc ces enfants se sont rendus compte que beaucoup d'entre eux n'avaient pas le niveau, car ils ont été soit recrutés par militantisme ou copinage ou par favoritisme. Mais il n'est pas dit que beaucoup d'entre eux sont nuls, non, parce que je sais que Monsieur Bangoura, sont des assistants. Monsieur Bangoura, vous les appelez donc vacataires et non contractuels? Oui, on les appelle vacataires et non contractuels parce que ce conformément au statut général des fonctionnaires, vous savez, 9 contractuels, il y a 2 catégories de contractuels. Il y a des contractuels temporaires de l'État et il y a des contractuels permanents de l'État. Alors,
ni l'un ni l'autre, ces jeunes se retrouvent dans cette catégorie des contractuels. Puisqu'ils n'ont pas un numéro matricule venant de la fonction publique pouvant permettre ici au ministère du budget de leur donner le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum, le salaire, comme on le dit, les permettant d'avoir peut-être 440 ou 450 000 chaque fin de mois, alors ils n'ont pas ces arrêtés conjoints. C'est pourquoi nous les appelons encore vacataires. M. Bangoura. D'accord, une autre question, M. Bangoura, Barry Mamadou. Oui, M. Bangoura, habituellement, en termes de négociation, d'augmentation de salaire et de tout ce que l'on sait, en matière syndicale, c'est en termes de pourcentage. Pourquoi vous, cette fois-ci, au lieu de parler d'augmentation en termes de pourcentage, vous avez demandé carrément 8 millions? Ça veut dire que vous êtes... qu'est-ce qui a motivé vraiment ces 8 millions? Nous avons parlé de 8 millions négociables. Alors, les raisons sont nombreuses. Vous savez, lorsque vous partez sur la revalorisation des primes, c'est-à-dire primes d'éloignement, primes de crédit, primes de documentation, primes de préparation, primes de transport, mais une fois que vous faites valoir vos droits à la retraite, ces primes disparaissent automatiquement du bulletin de salaire et vous ne resterez qu'avec votre salaire de base. Le salaire de base, après que ces primes soient enlevées, vous vous retrouverez avec 1 200 000. Et ce sont ces 1 200 000 qui seront divisés par 2, ce qui donne un montant de 600 000 francs. Et avec la cherté de la vie, les conditions de vie dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, pensez-vous qu'un retraité qui a pour pension 600 000 francs, avec une famille nombreuse, et vous n'êtes pas sans savoir que même ce salaire que nous avons ne nous permet pas d'avoir ne serait-ce que 1 centimètre de portion de terre pour pouvoir construire ne serait-ce qu'un seul hangar pour pouvoir nous reposer lorsque nous ferons valoir nos droits à la retraite. D'accord, une autre question, M. Bangoura. Nous sommes amenés à demander un salaire de base minimum de 8 millions négociables. D'accord. Monsieur Bangoura, Abakar Kondé Oscar, une autre question. Monsieur Bangoura, on a suivi que vous étiez, quelques émissaires du SLEG étaient sur le Kuntigi de la Basse-Côte. Je fais allusion à Ela Serouna Souma et nous voulons savoir réellement qu'est-ce que vous vous êtes dit là-bas par rapport à cette grève. Bien, la solution à cette grève n'est pas du ressort du Kuntigi de la Basse-Côte. Nous avons fait comprendre que ce n'est pas la personne même du secrétaire général Aboubakar Souma qu'il faut voir, mais c'est plutôt les enseignants. Aboubakar Souma n'est simple qu'une croix de transmission. À la base, il y a les 8 régions administratives, dans les 4 régions naturelles de la République de Guinée. Nous avons fait comprendre que ce n'est pas un problème de la Basse-Côte, ni un problème sous-sous, mais c'est plutôt un problème national. Et qu'on arrête de tromper le chef de l'État en se basant sur des considérations ethniques ou encore à connotation politique. Donc nous avons dit, la solution réside entre les mains du chef de l'État qui incarne en lui toutes les institutions républicaines. Et c'est lui que nous avons porté à la tête de la magistrature suprême en 2015. Alors nous avons ici un droit et nous trouvons que cela est légitime et il est la seule personne à pouvoir nous sortir de cette impasse. Nous avons pu comprendre au Kuntigi que les militaires sous le régime militaire ont bénéficié de beaucoup d'avantages. Alors pourquoi pas les enseignants à leur tour de bénéficier de beaucoup d'avantages dans la mesure où à la tête de cette nation se trouve un enseignant. Et pourquoi pas ne pas former un cordon autour du président de la République. C'est dans cette optique que nous réclamons ici ces conditions de vie. Donc le Kuntigi nous a fait comprendre qu'il rentrera à Conakry aujourd'hui où il rencontrera le chef du gouvernement, le Premier ministre Dr. Ibrahima Kassori Fofana, ainsi que le président de la République et de voir avec ses hautes personnalités comment trouver une solution de sortie des crises. Mais M. Bangoura, le SLEG ne se limite pas seulement à Conakry et à l'intérieur. Donc est-ce qu'il est prévu de rencontrer les autres coordinations aussi du côté de la forêt? Je veux parler du Sotikemo, du côté de la Haute-Guinée, du Fouta, ainsi de suite.
Parce que c'est pas Très bien, très bien. Je pense que vous avez compris au moins ce que je voulais dire. Le SLEG ne se limite pas à la basse-côte. Le SLEG, ce n'est pas une question de sous-sous. Le SLEG, c'est une question nationale. Et je suis très heureux que vous ayez posé cette question. Si nous allons nous inscrire dans cette logique, vous voyez que le débat ici va automatiquement changer de connotation. Il deviendra un débat ethnique ou encore à considération politique. Ok, monsieur Bangoura, vous avez... Monsieur Bangoura, Monsieur Bangoura, vous avez parlé tout à l'heure qu'au moment pendant le régime militaire, que les militaires ont obtenu beaucoup de privilèges. Et vous voulez, les enseignants aussi, vous voulez avoir ces mêmes privilèges, ou bien vous voulez avoir des privilèges aussi davantage. Aujourd'hui, quand vous constatez, au lieu de vous battre peut-être pour l'amélioration de votre condition de vie ou bien votre environnement de travail, pourquoi vous laissez tout cela, vous demandez seulement 8 millions? Parce que nous avons, je prends sur les exemples, prime de logement, c'est à quelques 99 000 francs guinéens. Au lieu de rehausser un peu ces primes-là, pourquoi vous exigez seulement 8 millions comme salaire de base? Je vous ai dit, à la retraite, ces primes-là disparaissent du bulletin de salaire. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en décembre 2018, beaucoup de nos frères enseignants, nos dévanciers, iront faire valoir leurs droits à la retraite. Et ce qui est aberrant dans cette situation, une fois qu'un enseignant est à la retraite, c'est l'année qui suit, il est frappé par l'hypertension ou par la cataracte ou encore le diabète, etc., etc. Et c'est la maladie qui l'emporte dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous avons demandé un salaire de base minimum de 8 millions négociables pour nous permettre aussi de bénéficier de beaucoup de choses lorsque nous ferons valoir nos droits à la retraite. Sinon, on pourrait s'appesantir ici sur la révalorisation des primes de logement, des primes de crédit, des primes de transport, des primes, etc. Mais quand vous partez à la retraite, est-ce que vous allez bénéficier de tous ces avantages? Non. Voici, c'est là que se trouve le problème. Et c'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Donc, je suis content que vous m'ayez posé cette question. Le salaire de base que nous demandons, c'est pour qu'à la fin de notre carrière professionnelle, que nous puissions au moins lancer un ouf de soulagement. D'accord. Merci, monsieur Bangoura, d'être intervenu sur Sabari FM. C'est moi qui vous remercie. Oui, je crois que... Chers experts, vous venez d'entendre le chargé de communication du SLEG. Juste parce qu'on est... Je crois que c'est une erreur de casting, rencontrer le Kuntigi ou... Oui, mais je crois qu'il a reconnu. Il a reconnu. C'est pourquoi ils n'ont pas accepté qu'ils disent qu'ils ne veulent pas vraiment que le Kuntigi s'immisce dans cette affaire syndicale parce que c'est pas une affaire sous-sous, c'est pas une affaire... Je voudrais simplement dire que le SLEG, à travers la dernière assemblée générale qui s'est tenue ce samedi, je crois que les gens sont requinqués. C'est vrai, on les pensait être un peu essoufflés et tout, mais ils passent à la vitesse supérieure parce qu'ils demandent carrément à leurs collègues. Il y a même une menace qui plane autour de ceux-là qui vont s'évertuer vraiment d'aller enseigner. J'avais lu sur la communication du cellule de communication du SLEG, le motif qui les a poussés à aller rencontrer le Kuntigi disait que s'il ne venait pas, le Kuntigi allait se sentir frustré parce qu'il disait ces gens-là n'ont pas de respect à son égard. C'est raison pour laquelle ils sont venus. Celui qui est le chef du gouvernement aujourd'hui a accepté de se déplacer jusqu'à ce qu'il a allé le rencontrer pour au moins se plaindre, on peut le dire comme ça. Alors, si le Kuntigi les appelle à leur tour de venir le voir, donc ils ont eu l'obligation de venir. Et le Kuntigi a pris des engagements. Cet engagement, c'est quoi? C'est de tout faire de venir cette semaine à Conakry rencontrer le chef du gouvernement aussi, si c'est possible, vous pourrez rencontrer aussi le président de la République. On veut juste tirer sur la ficelle, la fibre ethnique, c'est tout. On croit que Souma, ils sont tous de Souma, le secrétaire général du SLEG et tout. Je crois que ça n'a aucun sens. Une fois encore, il faut se départir. Il faut se départir de ce débat. C'est un débat de caniveau, honnêtement. C'est ce que nous devons dire. On est pratiquement pris par le temps. Alors, et quelle possibilité pour une issue favorable par rapport à toutes ces crises-là? Oui, c'est aussi une question. Peut-être qu'il faut tenter par-ci, par-là, pour que vraiment il y ait dénouement de la crise. Mais il ne faut pas aussi tenter du n'importe quoi. Parce que finalement, un jour, ça va... Il y a eu un communiqué hier, aujourd'hui... Ça va les rattraper, ça va les rattraper. On avait un communiqué hier, aujourd'hui, franchement, il n'y a pas eu cours, donc il y a eu des bruits un peu partout. Et tout simplement, je crois, le gouvernement a opté, c'est-à-dire le discours dur,
La fermeté jusqu'au de ne bout. plus bouger, Ouais. et le SLEG également. Voyez les mêmes personnes qui viennent voir Abakar Souma, et c'est-à-dire les intermédiaires qui sont... qu'on donne à Les intermédiaires Nous allons entre enchaîner. le gouvernement et le D'accord, SLEG, d'accord. ce sont ces businessmen Nous allons de la crise qui est en train Abakar Condé, le mettre tout chef le monde à la farine. Sadibou et Mohamed Debari. Nous allons directement enchaîner avec le deuxième thème de ce débat du lundi 22 octobre 2018. C'est bien cette marche pacifique qui avait été projetée, disons, demain, mardi, par l'opposition républicaine. Mais finalement, à la dernière minute, nous apprenons que du côté de Matoto, les autorités communales n'ont pas donné satisfaction à l'opposition, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas autorisé cette marche. Comment est-ce que vous vous en trouvez? Est-ce que du côté la commune de Matoto a bel et bien raison de refuser, disons, cette marche? Ou bien, du côté de l'opposition, ils n'ont pas raison, ils doivent cette fois-ci obtempérer parce qu'ils viennent d'enregistrer une victime. Est-ce qu'il faut observer un temps mort, histoire peut-être de se reposer et peut-être relancer? Moi je crois que la politique des grèves, des villes mortes, des manifestations a atteint ses limites. Il faut faire autrement la politique. Je crois qu'il faut changer cette façon de faire, d'autant plus que les Guinéens ont trop souffert. Tous les jours, on tue des gens. Je rappelle d'ailleurs qu'au moment où nous parlons, l'opposition est en train de se concerter pour voir de quel bout il faut tenir, je crois, cette marche de demain. Est-ce qu'il faut sortir ou pas? Vous savez, le gouvernement est conscient du fait que le Guinéen n'a pas une grande propension à épargner. Les gens sont très faibles en matière d'épargner. Le Guinéen ne peut pas tenir une longue grève et tout. Donc je crois qu'il faut quand même faire attention parce que lorsque vous êtes en grève, vous êtes par exemple commerçant quelque part, vous devez payer, il y a des charges incompressibles à la fin de chaque mois. Est-ce que c'est l'opposition qui vous donne, qui va payer à la fin du mois par exemple le loyer quelque part alors que vous avez refusé de travailler? Je crois que ça n'a aucun sens. Il faut franchement... Vous donnez raison aux autorités communales de Matoto? Non, pas donner raison aux autorités, mais je crois que les politiques devraient revoir leur façon de faire. Les autorités, c'est pas les autorités, c'est pas ces raisons qui ont fait que les autorités n'ont pas accepté. Ce que Barry est en train de dire, c'est une analyse justement dans l'intérêt de ceux qui doivent vaquer à leur préoccupation. Je suis d'accord, lorsque vous avez le loyer à payer, les taxes à payer, tout ça là, et qu'on paralyse votre activité économique pendant des jours, je pense que c'est un peu compliqué. Et c'est sous cet angle-là que Barry est en train de parler. Je suis pas en train de relater ou bien d'expliquer ce que lui-même... D'accord, Ndoye Cheikh Sadibou, nous allons à la rencontre de monsieur Sekou Conté. Il est le secrétaire général de la commune de Matoto. Bonsoir, monsieur Conté. Bonsoir mon frère. Oui, vous êtes sur Sabari FM 97.3, Barry Mamadou pour la première question. Voilà, nous apprenons que la marche de l'opposition qui est projetée pour demain a été interdite. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment d'interdire cette marche du côté de la commune de Matoto? Bon, j'aurais souhaité trouver un autre terme que du mot interdit. Mais vous n'avez pas autorisé? Voilà. Oh, autorisé, interdit, c'est un jeu de mots de ce côté. C'est un avis non favorable. Un avis non favorable. Oui, ça c'est juste une question de jargon peut-être. Voilà. Sinon c'est la même chose, non autorisé, interdit. S'il vous plaît. Interdit, c'est comme si je mets frein ou d'autoritarisme. Non. C'est un avis non favorable que j'ai donné, qui peut être partagé ou pas par mon interlocuteur. Qu'est-ce qui a motivé cet avis? Bien. Comme la loi me recommande, avant de dire non ou oui à quoi que ce soit, je me dois de motiver la raison qui me pousse à le faire. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Vous êtes mieux informés que moi que la situation que nous vivons je parle de Matoto parce que c'est là où les destinés ont permis d'être actuellement confiés à ma modeste personne et à mes collègues qui sont autour de moi. En attendant l'installation du maire, En attendant l'installation du maire. En attendant, et bien sûr, l'installation du maire et du bureau exécutif et ses conseillers. Alors, nous vivons une situation extrêmement difficile. Matoto a une population scolarisée au niveau des collèges et des lycées qui est estimée à près de 92 000 élèves. Lycée, collège seulement. Je ne parle pas des écoles primaires. Matoto a le plus grand nombre de scolarisés, le plus grand nombre d'écoles à Conakry. Alors,
les menaces que nous avons ressenties ces jours-ci, et surtout à partir d'aujourd'hui et de mardi, comme quoi les établissements qui auraient reçu des élèves ou des enseignants vont être saccagés par-ci ou par-là, je ne sais pas de qui, nous ont obligé de prendre des dispositions sécuritaires et mobiliser des services de sécurité depuis ce matin à 4 heures pour que ces écoles-là soient protégées et ces enfants qui ont décidé de se rendre à l'école soient mis en sécurité, ainsi que les enseignants qui sont de bonne volonté qui ne voulaient pas aller en grève. Ces dispositions-là sont pour nous indispensables à nos jours pour éviter tout autre dérapage. Deuxièmement, nous sommes en train de voir, au regard de ce qui se passe à l'intérieur du pays par rapport à ces installations-là, de trouver les voies et moyens d'engager le processus de mise en place des conseillers communaux et de l'élection du maire à Matoto et de ses adjoints de façon pacifique. Toutes ces dispositions nous obligent à demander respectueusement et humblement à nos frères de s'asseoir à cette démarche. Dans leur courrier, ils ont fait allusion à notre accord au mois de juin. Mais je me dis, les circonstances ne sont pas les mêmes. Les périodes ne sont pas les mêmes. Au mois de juin, c'était les vacances. Aujourd'hui, nous sommes à l'ouverture. Difficilement, les élèves se rendent à l'école. Oui, mais M. Conté, sauf que la commune de Matoto ne constitue qu'un départ. La plus grande partie de la marche, ça sera dans les autres communes. Il y a Matam qui va être traversé, il y a Dixine qui va être traversé. Matoto ne constitue que l'étape de départ. Bon, ils peuvent réduire le cercle vers Dixine et Matam, ou Matam vers Bonfils, s'ils partent là-bas, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un point de départ, on peut changer le point de départ et continuer la marche, ça ne pose aucun problème. Oui. Monsieur Conté, excusez-moi, je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable, mais nous le savons tous, ce que les textes disent, c'est que les autorités doivent ménager aucun effort pour mettre les moyens sécuritaires en place. Bon, à titre informatif, peut-être l'opposition, si elle veut organiser une marche, comme d'habitude, et comme d'ailleurs nous le demande la Constitution, c'est de vous informer. Et à vous, autorités, de prendre toutes les dispositions sécuritaires nécessaires pour encadrer la marche, mais pas quand même de donner un avis non favorable. Je vous remercie très sincèrement de parler de dispositions sécuritaires. Oui. Comment voulez-vous qu'on prenne des dispositions sécuritaires? Donc vous n'en avez pas. Attendez, nous n'avons pas les moyens pour couvrir les deux événements. D'accord, vous êtes débordés, oui, vous êtes débordés. Nous serons débordés. Non, c'est le rôle régalien de l'État, M. Conté. Au lieu de sécuriser, on ne pourra plus sécuriser. Mais Matoto n'est pas une si grande commune quand même à assurer la sécurité, M. Conté. Ça sera le désormais. Vous savez que les services de sécurité en nombre ne sont réduits. Les établissements, si vous pouvez prendre le temps, je vous demande de prendre contact demain avec la DCE qui vous donne le nombre d'écoles primaires, privées et publiques, de collèges privés et publics, de lycées privés et publics. Vous saurez et vous évaluez le nombre de services de sécurité qu'on a à Matoto pour qu'on puisse faire. Vous faites le dispensing de ces éléments-là. Et vous voyez aussi la couverture qu'il faut pour couvrir une marche qui se passe encore en un jour ouvrable. Mardi, un jour ouvrable de 8 heures. Les gens donc qui ne veulent pas prendre part à cette marche, qui n'agréent pas à cette marche, doivent se rendre au service. On va empêcher ces gens-là de vaquer aussi à leur affaire. Mais M. Conté, vous n'êtes pas le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je pense que vous aurez simplement diligenté la chose. Je pense que vous êtes en train de dire ce que je suis en réalité. Vous avez dit que vous vous adressez au secrétaire général de la commune, pas au ministre de la Sécurité. Tout à fait, tout à fait. Mais puisque vous nous parlez, vous nous dites que vous n'avez pas suffisamment de personnes capables de sécuriser la marche et tout. Nous pensons que ça c'était... Sous l'autorité administrative, les services de sécurité sont placés. Et les nombres, ce n'est pas moi qui décide du nombre de services de sécurité qu'on pourra demander ailleurs. Je n'ai pas ces moyens. C'est pourquoi j'ai dit que franchement, il vaut mieux que nos frères et amis réfléchissent sur cette, surtout la conjoncture que nous vivons maintenant là. D'accord. Cette situation préoccupante de nos enfants qui ne sont pas encore convenablement installés à l'école. Les enseignants qui veulent aller ne sont pas en mesure de se rendre à lieu. Ils sont parfois empêchés. Ils sont menacés. Voyez-vous cette situation? On ne peut pas régler deux problèmes à la fois qui sont de grande envergure. Une marche qui doit s'effectuer d'un point à un autre, au moment où quelqu'un d'autre ou d'autres personnes veulent se rendre vous voyez, le flux de
de déplacement qui se produit de 8h à 15h à midi, par exemple, de Matoto à l'aéroport, de l'aéroport à Dabondi, etc., etc. Vous voyez combien de fois ça va créer un certain un obstacle pour le déplacement des personnes libres qui veulent vaquer à leur affaire. D'accord. Merci, monsieur Sekou Conté, secrétaire général de la commune de Matoto, d'être intervenu sur Sabari FM. Merci, mon frère. Oui. Moi je crois une phrase. Voilà, donc quand il dit Condé, qui a moins parlé aujourd'hui. On va résumer tout ce qu'il a dit en une phrase, mais comme vous le décidez, il n'y a pas de problème. Non, en fait, on est pratiquement je disais que selon les textes en tout cas de la République, l'opposition ne pourrait peut-être faire une demande à titre informatif et de titre informatif, comme ça. Et la décision, ils ne peuvent pas l'interdire. Ils ne peuvent pas l'interdire. Et d'ailleurs, Ndoye l'avait bien précisé, c'est juste le lieu, c'est juste le lieu de regroupement, le regroupement de départ. Mais maintenant, ils vont traverser la commune de Matam pour au moins rallier les autres là où ils peuvent tenir la commune de Dixie. Donc, je crois si pour le moment, Matoto dit décline déjà l'événement ou bien le regroupement, ils vont essayer l'opposition aussi. Il avait avancé des arguments qui sont valables. Je suis désolé, ça va être un mouvement d'ensemble. Lorsque la commune de Matoto fait un avis non favorable, naturellement les autres communes vont suivre, Matam et Dixine, je n'en doute pas. Parce que nous n'avons pas assez de temps pour en discuter, sans quoi il y a à expliquer sincèrement. Il est en train de dire des choses qui ne sont pas effectivement ça, parce que quand on dit qu'on n'a pas suffisamment de forces de sécurité pour quand même sécuriser une marche, il y a des élèves, il y a des étudiants, il y a le SLEC qui manifeste ici. Mais quand on gère l'État, c'est comme ça que ça arrive. Tous les problèmes arrivent au même moment. Si vous n'avez pas le sens du discernement et tout, vous ne pouvez pas aller. Il faut le lui reconnaître quand même, ce qu'il a dit. Franchement, c'est soutenable. Actuellement, il y a une certaine fragilité. Il faut le reconnaître quand même. Il faut reconnaître quand même. Non, moi je crois que ça ne tient pas. Attendez, il n'y a même pas un mois, on a vu le 2 octobre célébré au stade du 20 septembre. Je pense que où il y avait plus de 30 000 personnes, 50 000 personnes. Les forces spéciales on a sécurisé. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de moyen de sécuriser quand même la marche de l'opposition. C'était le seul événement à l'époque. 2 octobre, mais aujourd'hui il y a des manifestations. On est pratiquement pris. On aimerait bien avoir plus de temps mais malheureusement. Ouais, merci. Comprendre l'actualité, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se reprend demain mardi, Inch'Allah. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.